Bonsoir Laurent Voulzy. Bonsoir Jérémy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous redémarrez votre tournée des cathédrales. Combien à votre actif déjà? À peu près 220 là. Églises, cathédrales, abbayes, collégiales, basiliques, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que vous vous arrêterez à Genève le 26 octobre prochain. Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Cathédrale Saint-Pierre. Vous connaissez un peu cette cathédrale? Oui, j'y suis allé à deux reprises, oui. Ouais. Et alors, une cathédrale, c'est un concert extraordinaire au sens littéral du terme. Il y a une ambiance particulière et puis il y a des arrangements qui sont remaniés. Tout est fait en conséquence. Oui, il faut déjà choisir le répertoire. Bon, c'est pour moi une histoire qui dure déjà depuis longtemps, cette passion pour les cathédrales, qui date de mes 17 ans à peu près, quoi. Mais oui, il faut que le répertoire soit en résonance avec le lieu. Sinon, c'est pas la peine. Donc il y a des chansons, des choix très, très précis qui sont faits. Oui, il y a des choix. Il faut simplement, c'est comme ça, on fait un choix, on dit tiens, telle chanson serait jolie dans ce lieu, celle-ci, non, c'est pas la peine, celle-là, oui. Voilà, c'est juste, faut choisir son répertoire et faire en sorte que ce soit en résonance avec le lieu. Et puis faire les arrangements en fonction. Parce que généralement, les cathédrales, ce pas des endroits neutres. Elles sont neutres en rien du tout, d'ailleurs. En tout cas, déjà, physiquement, il y a souvent des résonances, etc. Donc, on n'est ni dans un zénith, ni dans un théâtre normal. Donc, il faut faire des arrangements qui font que ce ne sont pas une cacophonie à l'intérieur avec les résonances. Voilà. Puis après, il faut avoir un système de son adapté et performant. Vous dites que ce ne sont pas des lieux neutres. Non. C'est des lieux spéciaux. Oui. On ressent quelque chose de particulier dans ces Oui, cathédrales. j'ai toujours aimé, moi, aller, surtout quand il n'y a personne dedans. Alors, c'est un paradoxe, parce que là, j'y vais pour qu'il y ait du monde. Mais j'aime bien y aller quand il y a personne, que ce soit les églises ou des abbayes, peu importe. Mais là, les cathédrales, évidemment. J'aime bien y aller et on sent que ce n'est pas des endroits neutres. Elles ont été... c'est quand même des gens... C'est des lieux dans lesquels des gens sont venus chercher l'espoir, souvent pendant des siècles. Déjà, dans les maisons particulières, souvent on sent des climats. Il y a des gens chez qui on aime aller, d'autres des gens qu'on aime bien, mais on n'aime pas l'endroit où ils habitent, on ne se sent pas bien. Et là, dans ces lieux, les murs sont chargés d'espérance, de souffrance, de naissance, de décès, de chercher l'amour, chercher la guérison. Vous vous rendez compte, depuis des siècles. Alors donc, ça veut dire quelque chose. Et en plus, elles n'ont jamais été construites n'importe où. Il y a une dame qui s'appelle Chantal Dery, quand j'ai écrit ce livre sur les cathédrales, j'étais allé la voir et elle m'avait dit « Mais Laurent, vous savez, elle est assez... c'est une femme qui a des doctorats en biologie, je crois, et en histoire, et en même temps qui est passionnée par les lieux, notamment par les cathédrales et par... Elle me dit, vous savez, ce qui est le plus sacré dans les cathédrales, c'est les endroits où ils ont été faits. Et c'est vrai que j'ai visité beaucoup de cathédrales que j'ai vues. Sous toutes les cathédrales, il y avait une ancienne église ou une ancienne cathédrale, des fois romanes, qui par modernisme ont été rasées pour faire du gothique. Mais souvent, elles ont aussi, parfois, ces églises ont été rasées par les Vikings. C'est des vieilles églises qui ont été rasées par les Vikings. Mais en dessous, il y a souvent des cimetières mérovingiens. En dessous des cimetières mérovingiens, il y a des sites gallo-romains et parfois des sites celtes. Et donc, ça veut dire qu'elles n'ont pas été faites n'importe où, quoi. Ça, c'est l'historien Laurent Voulzy qui parle. Vous êtes un passionné d'histoire. Vous avez lu et lu plein de choses depuis votre temps d'enfance. Ouais. Vous l'avez dit, le Moyen-Âge vous passionne, vous habite. Il y a même cette anecdote du cadeau, le château fort qu'on vous offre quand vous êtes gamin. C'est ça qui fait démarrer cette passion. Oui. En fait, j'ai l'impression que les passions, on les a en nous, et à un moment, il y a une révélation. La révélation, ça a été le château fort. C'est-à-dire, je ne me rendais pas compte. Avant, quand j'étais petit, j'avais un garage avec des voitures. J'avais une panoplie de Zorro, j'avais une panoplie d'agents de police, tout ça. Puis un jour, ma mère m'a offert un château fort. Et là, ça a été une révélation. Et j'ai commencé à me passionner
pour l'histoire à partir de ce moment-là, et particulièrement cette période, je ne sais pas pourquoi, du Moyen-Âge. Alors, il y a cette tournée des cathédrales, des lieux de culte. Pourtant, Laurent Vouzille, vous n'êtes pas forcément un religieux. Et croyant, c'est pas encore ça. Dans les interviews que vous donnez, vous dites « j'aimerais bien y croire ». Est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Alors, je suis en quête. Toujours, depuis mes 18 ans. J'aimerais avoir une révélation. Alors, j'ai lu beaucoup de livres de mystique, pas pour savoir comment des gens, que ce soit des bouddhistes ou dans la religion chrétienne. J'ai même lu un tout petit peu de livres sur la religion juive, et même j'ai essayé de lire un peu le Coran. En tout cas, il y a les grands mystiques, ils ont tous un point commun, c'est sûr. Et donc, moi, je suis un peu, disons que après ça, après avoir lu, franchement, je ne suis pas du tout un grand connaisseur, mais avoir lu quelques livres quand même sur les religions et sur les mystiques, je sens que par goût, je suis plus attiré par les religions chrétiennes. À cause de l'art, à cause de la musique, à cause de l'architecture, ça correspond plus à ce que je recherche. Bon, mais donc je suis attiré par l'invisible en me disant qu'il y a certainement des choses qu'on ne connaît pas, et donc je suis en quête de ça, voilà. Vous êtes quelqu'un de très mystique. Est-ce que c'est l'héritage des Antilles? C'est la patrie de vos parents? Peut-être. Le surnaturel est omniprésent aux Antilles. Peut-être moins maintenant. Il faudrait que je vois. Mais à l'époque de ma maman, qui est née en 28, c'est un pays où les traditions étaient fortes, puisqu'il y a eu la tradition... en France, autrefois, évidemment, les gens étaient très croyants. Mais en Europe, les gens étaient extrêmement croyants. Ça revient un peu. Mais aussi, oui. Alors, ils étaient croyants, et en plus, ils croyaient quand même à la magie, aux guérisseurs, aux jeteurs de sorts, aux rebouteux, etc. Toujours maintenant, un peu quand même. Alors, en plus, voilà, les Antilles, qui sont vraiment un creuset de cette culture et de la culture africaine, où la magie était extrêmement présente, de l'Inde, où la magie était présente, du Moyen-Orient, parce qu'il y a des gens qui viennent du Moyen-Orient aussi aux Antilles. Donc vous pensez qu'il y avait vraiment... Le surnaturel était omniprésent. Et depuis que je suis enfant, j'ai entendu parler de ça par ma maman, par des gens de ma famille, etc. Alors peut-être ça a joué sur ça, mais peut-être j'ai un tempérament aussi à chercher à voir ce qui est invisible. Et en même temps, le pragmatisme dirait que voilà, beaucoup de questions restent sans réponse. Les mystères, c'est la vie, au fond. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plein... On n'a pas... J'aimerais avoir des réponses, mais je reste dans l'expectative. Voilà. On a parlé des Antilles, parce que vous êtes né en France métropolitaine, mais conçu en Guadeloupe, sans ce voyage à travers l'Atlantique, le voyage de votre mère, qui a été en quelque sorte rejetée, parce que votre père n'a pas souhaité l'épouser lorsqu'elle est tombée enceinte. Cette carrière n'aurait pas existé là-bas, vous le dites. Elle n'aurait pas été pareille. Alors, de toute façon, on ne sait pas. Est-ce que j'aurais été attiré par la musique pareil? Alors, si j'avais été attiré par la musique, peut-être que j'aurais fait plus de musique caraïbe, peut-être. En tout cas, le fait d'avoir eu cette origine, c'est des parents antillais, donc d'avoir vécu une culture antillaise comme ça par mes parents, mais en métropole. J'ai la cuisine, les musiques, ma mère qui dansait la biguine ou les calypsos ou des danses, parce que ma mère a été danseuse en plus. Mais j'ai été baigné dans cette musique-là, mais j'ai été baigné aussi par les radios que j'entendais ici, le rock'n'roll, la chanson en langue française, traditionnelle, le rock'n'roll, la musique pop et tout ça. Donc j'ai fait ce que je pouvais avec cet amalgame de musique, et probablement j'aurais fait une musique différente là-bas. Un mot sur votre mère, artiste, elle aussi, elle a dû mettre fin à sa carrière un peu plus tôt que vous, mais artiste elle aussi. Oui, ma mère, en fait, elle était certainement extrêmement, dans son enfance, très douée pour la danse. Quand quand sa famille, petite bourgeoisie antillaise, lui a dit « tu peux pas avoir un bébé sans être marié »,
Donc, ils l'ont mise dans un bateau. Elle a traversé l'Atlantique, une petite escale à Southampton, et ensuite au Havre, et ensuite on lui a trouvé un appartement à Paris. C'est là que je suis né à Paris. Et en fait, petit à petit, avec des connaissances, etc., elle a monté un numéro de danse avec une amie, et donc elle a fait des tournées. Alors, elle n'est pas devenue Joséphine Baker, mais elle s'appelait Malice Baker. Et alors, elle a joué beaucoup en Belgique, en Suisse, je ne sais pas, c'est possible. Elle a fait des tournées en Europe un peu, en France évidemment. Voilà. Donc, et elle chantait aussi. Elle a toujours très bien chanté, ma maman. Alors c'est vrai que j'ai été élevé pas tout le temps avec elle, puisque comme elle dansait, alors j'étais élevé pas mal de temps en nourrice, de l'âge de 3 ans à l'âge de 8 ans. Puis après, entre 8 et 9, je suis revenu habiter avec elle. Mais j'ai toujours vu ma mère, évidemment, tout petit. Puis à partir de 8 ans, la musique était omniprésente. Et voilà. Et ma mère, effectivement, a arrêté de danser à un certain moment de sa vie. Ouais. On a parlé du château fort, un cadeau marquant. Autre cadeau marquant, c'est la guitare. Ah, eh bien, voilà. Un 25 décembre au soir, elle avait vu que j'avais gratté un peu la guitare. En fait, j'avais d'un seul coup... quand j'avais 13 ans, ma mère m'a dit « Il faut que tu fasses quelque chose en dehors de l'école. » Elle n'avait pas beaucoup les moyens, mais elle m'a dit « Je ne peux pas à la fois te payer un sport en dehors de l'école ou des cours de musique. Qu'est-ce que tu choisis ?» À 13 ans, j'ai choisi le sport. Je ne fais pas du tout la musique. Et donc, je suis devenu judoka, à un niveau petit. Hein. Donc, je suis arrivé jusqu'à la ceinture jaune. Enfin, j'ai choisi le judo. D'un seul coup, révélation, à 14 ans, la musique s'est saisie de moi. Et j'ai vu un groupe sur scène qui jouait de la guitare électrique. J'ai commencé par être batteur, avec une batterie de fortune, je ne vous dis pas ce que c'était. Et puis alors ensuite, l'harmonica, parce qu'en colonie de vacances, il y a des gars qui jouaient de l'harmonica le soir. J'étais emballé par ça. Et la première fois que j'ai joué en public, c'est à mon lycée, quand j'étais interne. On avait monté un petit numéro d'harmoniciste à l'école. Mais tout de suite après, elle a vu que j'avais un voisin qui avait une guitare. Elle m'avait vu gratter un peu la guitare sans savoir jouer. Je jouais en plus à l'envers. Et elle m'a offert une guitare. Donc, un certain 25 décembre, au soir après mes 15 ans, j'ai eu ma première guitare. Et là, tout démarre. Vous apprenez quasi tout seul. Oui, j'ai appris tout seul. Je regardais les autres. Et voilà, j'ai pris une ou deux leçons chez un prof qui était très, très gentil, mais il m'apprenait des trucs, je savais déjà le faire. Mais j'étais pas bon, donc je me suis dit, c'est pas la peine que je continue. J'ai surtout regardé des gens qui jouaient, et dans tous les styles. Le jazz m'intéressait, la musique brésilienne m'intéressait, la pop m'intéressait, Georges Brassens m'intéressait, et la musique classique. J'étais interne dans un lycée, les pions jouaient de la musique classique, j'étais fasciné, quoi. Les Beatles aussi. Beaucoup. Ouais. Moi, si j'avais pu être un Beatles, je me sentais un peu Beatles, comme... Et alors, évidemment, les Beatles m'ont beaucoup marqué, particulièrement, déjà quand j'avais 16 ans, déjà, c'était Paul McCartney, mon favori, quoi. Comme beaucoup d'artistes, Laurent Voulzy n'était pas le premier de la classe à l'école. Non. Le moins qu'on puisse dire. Non. Je suis rentré au lycée, en 6e, j'étais super content. Quand je passais devant l'école primaire, mon instituteur me disait « Comment ça se passe, le lycée ?» Je disais « Ça se passe très bien, très bien. » Mais 6 mois après, il m'a vu revenir à la primaire, j'ai été viré. J'étais en 6e, ils ne m'ont pas gardé. 2 trimestres, blâme conduite, blâme travail. Alors ensuite, je suis allé dans un autre lycée, un lycée spécialiste en comptabilité, mauvais choix, viré au bout de 3 mois. Après avoir fait 2 ans à l'école primaire, retourné à l'école primaire. Ensuite, je suis allé dans un collège de comptabilité, ça n'a pas été. Et enfin, j'étais interne. Et l'internat, ça allait à peu près. Franchement, je n'ai pas été un élève sublime. La France des années 50-60, c'est votre enfance. Et puis, c'est une période où on vit le racisme totalement décomplexé. Peut-être plus qu'aujourd'hui, même s'il existe encore aujourd'hui. Ouais. Ça forge, ça abîme, ça rend amer. J'étais extrêmement timide. C'est un tempérament. Je pense que j'étais peut-être plus timide que plein d'enfants. Quoique, quand j'étais avec mes copains, je pouvais faire le caïd un peu. Mais dès que j'étais seul, j'étais très timide. Complexé par ma couleur aussi. Parce que j'avais eu quelques réflexions, déjà dans la petite enfance. Et puis, j'ai vu des regards des gens, des fois,
ils me regardaient d'un drôle d'air, c'est pas tout le monde, hein, j'avais des gens absolument adorables, mais de temps en temps, il suffit qu'une journée, vous savez, c'est comme ces journées où tout va bien, il suffit qu'il y ait une personne qui vous dise, qui vous fasse vous insulte et ça vous marque pour la journée. Et là, bon, j'avais de temps en temps des petits colibets et tout, des voisins dans mon immeuble, pas sympas et tout, qui disaient des trucs un peu horribles quand je descendais les poubelles pour ma mère. Et des insultes, des trucs un peu racistes et tout. Donc ça me marquait beaucoup. Alors j'ai été marqué par ça, j'ai su ce que c'était d'être différent. Et j'ai été très complexé. La musique a été très salutaire pour moi, a été vraiment une thérapie de devenir un guitar héros à l'école. Ça a caché ma timidité, que j'ai peut-être toujours. Mais ça m'a fait du bien. Oui, c'est un paradoxe, la timidité, mais homme de scène. Oui. En tout cas, en ce qui concerne... Oui, bon, je crois que les gens... oui, le racisme est une chose qui a toujours existé, quoi. Mais vous savez, moi, quand j'étais à l'école, on était 2 pas blancs dans l'école. Hein. C'est plus le cas maintenant à Paris. Mais on était 2 colorés, voilà. Mais, de temps en temps, il y en avait quelqu'un, un adulte, des fois, me sortait une petite vanne. D'autres étaient absolument... Beaucoup étaient adorables. Il y a une nature profondément optimiste chez vous. Alors, oui... J'ai l'impression, j'aime bien les gens, et je peux me lier, c'est un reproche qu'on me fait, hein, qu'on peut me faire, je peux parler assez facilement avec des gens, des fois, j'étais avec ma sœur une fois, elle me dit, mais tu vas arrêter de parler, je suis venu te chercher à la gare, tu es en train de parler à quelqu'un, ça fait 2 plombes que je t'attends. Non mais c'est vrai, c'est un défaut que j'ai. Mais j'ai l'impression, j'ai confiance dans les gens. Et en même temps, on peut avoir confiance dans les gens et en même temps être horrifié par les choses horribles du monde, quoi. Et ça tranche un peu avec la nature plus sombre de votre comparse de toujours, Alain Souchon, qui est lui un peu plus pessimiste. Alain trouve le monde désespérant. Il trouve le monde désespérant. Et moi, je me dis qu'il y a une lueur d'espoir. Voilà, vraiment. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens de bonne volonté. Et malheureusement, peut-être moins, mais des gens qui cherchent la querelle, la mort, la destruction, l'égoïsme, la pourriture de la terre, en mettant des saloperies dedans, tout ça pour gagner de l'argent vite, sans se soucier que leurs enfants pourront plus se baigner dans les rivières. Donc j'ai l'impression, mais je trouve qu'il y a un mouvement en ce moment, j'espère qu'on peut être optimiste un peu quand même. Souchon-Woolsey, quelle rencontre exceptionnelle, une histoire qui démarre comment d'ailleurs? Ça démarre dans ma maison de disques qui a pour nom RCA, qui existe toujours d'ailleurs. Et ça a commencé par un espèce de malentendu pas terrible. Moi, j'étais dans la maison de disques depuis 1 an et demi. Je rêvais de faire un concours. Maintenant, il y a Starac et tout ça. Bon, il y avait un concours à l'époque qui s'appelait la Rose d'Or d'Antibes. Alors, c'était des nouveaux chanteurs et on était sélectionnés par une maison de disques pour aller sur la Côte d'Azur, chanter avec un grand orchestre. Voilà. Je rêvais de faire ça, moi. J'avais fait un disque qui n'avait eu aucun succès, mais je rêvais de faire la Rose d'Or d'Antibes. Puis un jour, mon directeur artistique, Bob Soquet, me dit, ça faisait presque 2 ans que j'étais là, il me dit, tiens, il y a un gars qu'on vient de signer, c'est lui qui va faire la Rose d'Or d'Antibes. Je me rappelle, il m'a dit ça dans l'ascenseur. Franchement, j'ai eu une fourchette à travers la gorge. J'ai dit, non, mais attends, c'est pas possible. Il y a un gars qui arrive et lui, il fait la Rose d'Or d'Antibes. Qui sait ce gars-là et tout. Franchement, j'avais un peu les boules, quoi. Et alors, bon, bref. Et puis, j'ai finalement fait sa connaissance. J'ai trouvé sa chanson pas mal, mais j'étais quand même pas très heureux. Et puis, il a gagné, il a eu un prix, le prix de la presse à la Rose d'Or d'Antibes. Et sa chanson, je la trouvais pas mal. Puis, je l'ai rencontré. Puis, finalement, je l'avais trouvé sympa. Et Bob Soquet, ce directeur artistique, me dit « Laurent, est-ce que tu veux pas ?» Comme je ne gagnais pas d'argent en tant que chanteur, mais j'étais musicien, j'avais accompagné un chanteur, Pascal Danel, et je faisais des arrangements. Ça me permettait de gagner un peu ma vie. Et il me dit « Est-ce que tu ne veux pas faire les arrangements d'Alain Souchon ?» Donc on s'est rencontrés comme ça, on a commencé à travailler ensemble. Et pour résumer très vite, je l'ai vu pendant 3 semaines, puis à la fin des 3 semaines, je lui ai dit « Est-ce que tu n'as pas une chanson rapide ? Tout est un peu lent. »
Et il m'a dit, si j'ai un truc, il a pris sa guitare, il m'a fait pom 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 pom. J'ai 10 ans, puis il a reposé sa guitare, il me dit, tu vois le travail. Je lui ai dit, reprends ta guitare. et alors, moi, je venais d'acheter un album de Paul McCartney avec une chanson qui s'appelait Bebop, avec un picking à la guitare. Et en fait, j'ai dit, Alain, ralentis ton tempo. J'ai fait un picking à la guitare et finalement, on a fait la chanson en 20 minutes, tous les deux, on l'a fini ensemble. Et finalement, c'est celle qui a été sur le disque, c'est celle-là qui a marché. Et ça a été un immense succès. Et vous vous êtes jamais fâché avec Alain Souchon? Non. Quasi jamais fâché. Une fois, ça a duré 15 secondes. Vous l'avez raccroché au nez. Ah, vous êtes au courant? Ouais. Ouais. C'est lui qui m'a raccroché au nez. Ah, c'est lui. C'est lui. Mais c'est vous qui l'avez rappelé. Ah, ben je l'ai rappelé tout de suite. Je lui ai dit, attends, on va pas se fâcher pour ça. Mais c'était une bêtise, c'était de ma faute. Hein. Il attendait après moi depuis des mois que j'ai filmé mon album pour faire des chansons avec lui. Et je lui ai dit non, il me dit, t'en as pour combien de temps? Je lui ai dit au moins 3 mois. Oh merde, crac, il a raccroché. Et puis après, je l'ai rappelé, mais bon, c'est la fâcherie de notre vie. Vous voyez, c'est pas... Bon. Autre belle histoire de ce duo, vous avez 4 fils, et l'un de ces fils a monté un groupe avec le fils aîné d'Alain Souchon. Oui, on ne savait pas. Moi, j'étais pas au courant. Alain non plus, d'ailleurs, je crois. Mais ils répétaient ensemble en douce, et puis ils ont fait un groupe, voilà, qui s'appelait Le Cherche Midi. Alors, ils ont fait 2 albums qui étaient bien. Le premier a marché vraiment pas mal, et le deuxième, beaucoup moins. Mais bon, pour des raisons c'est toujours mystérieux. Hein. Le succès est mystérieux, l'insuccès aussi. Hein. Et ça, on n'a jamais la réponse, même après 50 ans de carrière. Jamais, non. Il y a des chansons qui paraissent évidentes. Alors ça, certaines chansons, ça m'est arrivé, hein, d'entendre une chanson, je dis, oh le tube. C'est vraiment de me dire, là, c'est une évidence. Et d'autres fois, on ne sait pas. Puis il y a des tas de chansons qu'on entend, qu'on n'aurait pas forcément aimées, mais qui font des succès. Et ces propres chansons, on ne sait pas non plus celles qui vont... Parfois, on le sait. On se dit, ah là, cette chanson, c'est pas qu'elle est mieux, c'est qu'elle a un truc magique. Mais des fois, on se trompe. Puis des fois, une chanson sur laquelle on ne comptait pas devient un succès. Ouais. Et puis il y a aussi l'attachement du public. Vous avez un public assez fidèle de gens qui sont prêts à vous suivre dans tous les endroits du monde. Alors, cette tournée des cathédrales, on voit des images de gens qui attendent dans le froid, parce qu'une cathédrale, c'est pas une salle de concert, donc on rentre un par un. Mais non, mais ça, vous avez raison. C'est extrêmement impressionnant. Ça me bouleverse. Il y a des queues. En fait, il y a un petit guichet, quoi. On rentre par une porte. Il y a des queues, mais de centaines de mètres de long, hein, parce que les gens sont les uns derrière les autres. Et des fois, il pleut et il fait froid. Parce que en novembre, le 15 octobre ou novembre, 15 novembre, il peut faire froid, quoi, voire décembre. Et donc, et les gens font la queue et c'est très émouvant. Vraiment, ça m'émeut. On espère qu'il fera beau et chaud le 26 octobre à la cathédrale Saint-Pierre. Oui. Ouais. Vous avez 74 ans, Laurent Voulzy. Vous êtes toujours quelqu'un qui travaillait. Vous avez toujours cette flamme. Il n'y a jamais cette envie de, comme on dit en Suisse, poser les plaques? Ah non, je ne pose pas les plaques, non. Mais non, parce que je vis un rêve d'enfant, quoi. Enfin, quand j'ai commencé à gratter la guitare, que je devais devenir un Beatles, quoi, je vis mon rêve de vivre de la musique, de créer, d'avoir eu quand même du succès, je suis obligé de le dire. Et c'est une récompense. Pourquoi vous dites que je suis obligé de le dire? Oh, j'aime pas dire. Pour faire les gros bras. Non, j'ai vendu des disques, il y a des gens qui viennent m'écouter, j'ai eu du succès. Je suis obligé je le dis. Ouais. Voilà. Et vous n'avez pas de honte à le dire? Non, mais parfois je suis gêné de le dire. Mais ouais, j'ai eu du succès, ouais. Mais bon, il y a des gens qui en ont tellement plus. À l'international et tout, faut chaque chose à sa place. Mais j'ai vraiment de la chance, quoi. Vraiment, je vis d'un rêve. Je vis issu d'un rêve, quoi, que j'ai fait. Et je vis un rêve. Alors, évidemment, il y a les choses de la vie, on a tous des soucis, etc. Mais en tout cas, j'ai de la chance. Travailleur très exigeant aussi, envers vous-même. Toujours la même exigence aujourd'hui? Vous reprenez beaucoup, vous jetez beaucoup? Oui, bien sûr. Écoutez, c'est exactement comme quelqu'un qui fait la cuisine. Si vous préparez un plat, je ne sais pas si vous cuisinez. Ça m'arrive. Voilà. Vous goûtez. Mais des fois, un ingrédient peut vous dites j'ai raté. C'est 3 minutes de trop. On le sert quand même. On le sert quand même.
Ah, vous le servez quand même. Des fois, on n'a pas le choix. Oui, Quand oui, les magasins vrai. sont fermés. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Moi, la musique, c'est pareil. Un truc en trop, un refrain mal placé, un mauvais accord, un truc... Tant que le plat n'est pas nickel pour moi, je le sers pas. Laurent Voulzy, on vous retrouve à la cathédrale Saint-Pierre de Genève, Ouais. le 26 octobre. On se réjouit beaucoup. Nouvelle chanson en préparation? Une pièce musicale, on va dire pompeusement un opéra pop sur Jeanne d'Arc. Voilà. Qui est un personnage qui me fascine depuis mon enfance, qui est une fascinante, mystérieuse aussi. Et donc, que je suis pas tout seul, je suis avec Franck Ferrand, qui est un historien que j'aime beaucoup, vraiment magnifique, et aussi Pierre-Dominique Burgot pour les textes, et Alain Souchon aussi. Et donc, on est à l'ouvrage, et il y a de quoi faire. Mais on avance. Merci beaucoup, Laurent Voulzy. Merci à vous.